Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée politique sur France 3 Normandie, à l'occasion bien sûr des élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Alors vous le savez, chaque mercredi soir, notre antenne a donné la parole aux candidats. La Normandie compte 28 circonscriptions et ce soir, nous allons prendre la direction de la Seine-Maritime et plus précisément de la Pointe-de-Caux, Fécamp, Bolbec avec 4 candidats invités en plateau. Bonsoir à tous et merci d'être venus. On va commencer ce tour de table avec vous, Stéphanie Kerbar. Vous êtes la députée sortante. Vous avez été élue en 2017 sous la bannière La République En Marche, exclue du parti lors des dernières régionales. Vous vous représentez pour le Parti radical. Alors, face à vous, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, bonsoir. Vous êtes maire de Fécamp, présidente de son agglomération, vice-présidente à la région, membre d'Horizon, proche d'Édouard Philippe, vous représentez la majorité présidentielle. Merci beaucoup. À vos côtés, Stéphanie Foigny, vous êtes membre donc de la France Insoumise, bien sûr, depuis 2016, et vous représentez l'ANUP, l'Union populaire, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci beaucoup. Et enfin, le seul homme sur ce plateau, c'est vous, Monsieur Le Breton. Bonsoir. Alors, vous êtes le suppléant du candidat Nicolas Goury, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons professionnelles. Vous le remplacez et je précise également que vous êtes député européen. Tout à fait. Alors sachez tous que pour l'équité du temps de parole, vous entendrez également tout au long de cette soirée d'autres candidats qui se présentent. Et la liste d'ailleurs officielle s'affiche tout de suite sur votre écran. Vous voyez, 12 candidats sont en lice pour la 9e circonscription. Alors avant de vous donner tous la parole et de débattre, regardons de plus près les spécificités, les enjeux de votre circonscription avec quelques chiffres détaillés par Sylvie Callier. La 9e circonscription de Seine-Maritime est la seule qui s'étend du littoral du pays des Hautes-Falaises jusqu'aux boucles de la Seine. Alors dans cette circonscription, il y a bien sûr Fécamp, on voit ici ce beau panorama, et puis à l'intérieur des terres, il y a la ville de Bolbec. On peut aussi citer dans cette circonscription les villes de Saint-Romain de Colbosc ou Fauville-en-Caux. Alors la population, elle est stable, elle est de 126 592 habitants, dernier chiffre de l'INSEE. Alors les catégories socioprofessionnelles les plus représentées, ce sont les employés et les ouvriers, 57%. Il y a 8% de cadres et professions intellectuelles. Alors ces habitants, ces actifs, pour se déplacer, ils sont très nombreux à devoir prendre leur voiture, 85%, tout simplement parce que 76% des actifs de la circonscription n'habitent pas dans la ville où ils travaillent. Alors comment votent les électeurs ? Voici le résultat des dernières élections législatives en 2017, le second tour. Stéphanie Kerbar avait été élue députée avec à l'époque l'étiquette La République En Marche, 62,9%, face à une candidate du Front National. Et puis à la dernière élection présidentielle, le second tour également, vous le voyez, Marine Le Pen avait réuni 52,1% des suffrages et Emmanuel Macron 47,9%. Alors on vient de le voir dans cette 9e circonscription, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête au second tour des présidentielles. Est-ce que ça veut dire, Gilles Le Breton, que vous êtes en position de force pour ces législatives ? Oui, ça veut dire que clairement, nous avons une chance de gagner cette élection législative. On va s'y attacher. Et pour cela, nous allons rappeler tout le mal qu'a fait Emmanuel Macron à ce pays, puisque nous allons attaquer prioritairement, bien sûr, le parti présidentiel, qui est à nos yeux notre principal adversaire. Et donc, on va rappeler notamment sa politique de casse sociale qu'il voudrait poursuivre en mettant la retraite à 65 ans. Et je sais que les habitants de ma circonscription y sont majoritairement très opposés, donc ça je le mettrai en avant. On va aussi mettre en avant son piètre bilan en matière de sécurité. Ça a encore été constaté récemment au Stade de France, hélas. Et donc il faut absolument changer cette politique, en construisant davantage de places de prison, en établissant des peines planchées par exemple. Et puis enfin, bien sûr, je rappellerai son rôle en matière d'immigration. Il faut mettre fin à cette submersion migratoire et je tiens à dire que là, il faut faire très attention parce que dès sa réélection, le directeur de l'agence Frontex, qui faisait ce qu'il pouvait pour refouler des migrants, a été limogé. On en reparlera peut-être. À vos côtés, justement, Stéphanie Kerbar, vous avez soutenu Emmanuel Macron durant cette campagne. Pourtant, vous n'êtes plus, et vous n'êtes pas la candidate, vous n'êtes plus la candidate et vous n'êtes pas la candidate de la majorité officielle. Vous le regrettez ?
Écoutez, des choix ont été faits et il faut s'y plier et les accepter. Lorsque La République En Marche, en 2017, m'avait investie comme candidate officiellement, j'étais déjà membre du Parti radical. J'ai continué à l'être durant ce mandat. Et aujourd'hui, voilà, je suis candidate en tant que radicale et l'étiquette Alliance centriste. Et alors, dans cette circonscription, 3 candidats soutiennent l'action du président. Une seule est investie officiellement, c'est vous, Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Pourtant, vous avez fait la campagne de Valérie Pécresse au premier tour. Certains militants ne considèrent pas votre investiture comme légitime. Victor Fournier, justement, se présente contre vous. Il fait partie de votre équipe municipale. Justement, il a un message à passer. On va l'écouter, vous réagirez juste après. Elle n'a jamais été macroniste, elle a siégé au bureau politique des Républicains pendant 5 ans et de par sa proximité avec Édouard Philippe, elle récupère cette investiture et c'est une trahison pour ses valeurs, pour ses amis, pour ses électeurs. C'est d'ailleurs un choix qui est très mal compris par la population locale. Et donc nous, on a décidé avec les militants, les élus qui aujourd'hui m'entourent dans cette campagne et avec qui j'ai travaillé pendant la campagne présidentielle, eh bien de proposer une alternative de sincérité et d'honnêteté. Alors, je ne l'ai pas signalé, mais Victor Fournier se présente sous l'étiquette UCE, Union des centristes et des écologistes. Ces mots sont durs, trahison. Est-ce que vous vous sentez légitime pour porter la voix de la majorité présidentielle ? Très, très, très dur, c'est d'entendre, quand on se revendique du président de la République, de remettre en question la parole du président de la République. C'est-à-dire que le soir du premier tour et au lendemain du deuxième tour des présidentielles, le président a demandé un rassemblement. Donc je m'étonne que quand on soutient depuis le départ un candidat, que quand ça ne nous arrange pas, on ne respecte pas les règles. Donc ça, c'est en effet mon analyse. Ce qui a été dit au début du propos est vrai. Je reste une femme de droite et du centre. Mes valeurs n'ont absolument pas changé. Et en effet, j'ai entendu la main tendue du président de la République. Vous l'avez rappelé, je suis une proche d'Édouard Philippe et je siège au bureau politique d'Horizon. Et donc, en effet, dans les négociations, le président a souhaité qu'il puisse y avoir différentes sensibilités. J'appartiens à celle-ci. Et vous êtes passé d'ailleurs des Républicains à Horizon aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a également je suis passée par la case plus rien. Divers droite. En 2018, j'ai quitté les Républicains. Et en effet, parce que je considérais que l'opposition systématique n'était pas bonne. C'est aussi comme ça que je gère la mairie de Fécamp, c'est-à-dire qu'à la mairie de Fécamp, et du reste ça se voit, j'ai des sensibilités différentes au sein de mon conseil municipal, et c'est comme ça que nous avançons au plus près de nos concitoyens. Et d'ailleurs, face à vous, il y a également un candidat des Républicains, soutenu également par le président de région, Hervé Morin, que vous connaissez bien, vous êtes sa vice-présidente. Oui. C'est un deuxième coup dur. Ah ben c'est normal. Vous savez, depuis que les financements des partis politiques se font en fonction du nombre de voix que vous faites quand vous présentez des candidats, ça paraît logique. C'est plutôt dur peut-être pour le président d'avoir constaté qu'en effet, j'avais accepté cette investiture. Alors peut-être que pour éviter ces querelles en interne politiciennes, la gauche a choisi de passer des accords, des accords de parti. Mais est-ce que ces accords, ça passe aussi auprès des électeurs que vous croisez lors de la campagne ? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis une militante de terrain à la base, donc j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de tractages. Je suis allée sur les marchés, j'ai rencontré les gens. On a invité les gens à venir nous voir aussi. Dans nos groupes d'action. Et les gens disent enfin, vous décidez tous à vous unir pour nous offrir un monde meilleur. Mais alors, est-ce que ça peut les pousser à aller voter ? Parce que je le rappelle quand même que l'abstention en 2017 sur votre circonscription était de près de 55%. Que faut-il faire justement, Gilles Le Breton, pour donner envie aux gens d'aller voter ? Eh bien, il faut leur expliquer que l'enjeu des élections législatives est très important. C'est en quelque sorte le troisième tour des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'à proprement parler, rien n'est encore perdu. Certes, Emmanuel Macron est réélu, moi je le déplore, bien entendu, mais si nous arrivons à avoir un puissant groupe à l'Assemblée nationale,
nous serons en mesure, nous, au Rassemblement national, de le faire reculer sur un certain nombre de sujets, de faire pression sur sa politique. Alors bien sûr, il n'y aura pas que nous, il y aura d'autres groupes d'opposition, très certainement. Mais je pense que si nous arrivons à unir nos efforts, on pourra le faire reculer sur certains sujets. Et je pense notamment à l'exemple de la retraite à 65 ans. Puisque ça, véritablement, je crois qu'il y a une très vaste opposition qui pourrait se retrouver sur un thème comme celui-là. Donc il est très très important que les gens se déplacent. Il faut qu'ils comprennent que rien n'est perdu, que plus on aura de députés à l'Assemblée nationale, plus nous pourrons nous opposer aux mesures du président Macron. Un troisième tour pour mettre peut-être Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, c'est ça, Stéphanie Foigny ? C'est ce que nous voulons, oui, tout à fait. Nous avons des candidats partout en France et nous appelons les électeurs à voter pour le plus de candidats possible pour pouvoir faire barrage à la politique d'Emmanuel Macron, qui ravage la France depuis 5 années. Et je pense surtout qu'il faut arrêter de leur mentir, de leur faire de fausses promesses ou même des petits arrangements politiques, etc. Il faut être sincère, authentique, sur le terrain, à leur écoute et jamais dans le jugement. C'est ce que vous avez été justement J'ai tenté de l'être, effectivement. Après ces 5 années de Et aujourd'hui, de c'est comme mandat. ça que je mène campagne. Alors justement, si vous êtes élu, vous devrez représenter ce territoire dans sa diversité. La 9e circonscription, c'est d'abord une façade maritime avec Fécamp, on l'a vu, un secteur touristique donc dynamique, mais aussi des zones rurales, un peu d'industrie. Et surtout, vous devrez tous porter la parole des citoyens à l'hémicycle. Alors justement, quelles sont les préoccupations quotidiennes des habitants de cette circonscription? Vous allez le voir, le prix de l'essence est dans toutes les têtes. On les écoute. Je sais que je suis à 100-150 euros par mois à peu près d'essence. Donc c'est pas évident vraiment. Les retraites augmentent très peu, donc ou pas du tout. Et là, c'est vraiment une part importante dans le budget. C'est pas un luxe. La voiture, justement, on en a besoin. L'aide mensuelle, où c'est tout à fait aléatoire, il faut augmenter les retraites, augmenter les salaires, mais des aides comme ça, non, ça sert à rien, c'est la roupie de Sansonnet. Je crois qu'on va déménager et on va habiter plus près de nos lieux de travail. C'est la seule solution qu'on a trouvée. On devrait peut-être avoir une TVA plus flexible en fonction des augmentations de prix. On va privilégier la marche à pied, tant pis. Alors on vient de l'entendre, à la campagne, la voiture est souvent incontournable, essentielle. Les familles ont parfois même 2 véhicules. Ça pèse bien entendu dans le budget des ménages et le pouvoir d'achat est la préoccupation majeure de ces élections législatives. Est-ce que la remise carburant de 18 centimes d'euros est suffisante, Marie-Agnès Poussier-Winsbach? Non, je ne crois pas. Je pense que les interlocuteurs, les passants que vous avez interrogés l'ont clairement dit. L'indexation des retraites sur l'inflation, c'est une première mesure qui devra être votée. La retraite à 1100 euros minimum, c'est également ce qui devrait être voté dès cet été. Donc on voit bien que l'on doit s'intéresser au regard des événements et au regard de la perte du pouvoir d'achat liée à l'inflation, trouver des solutions pour nos concitoyens. On doit aussi, parce que là aussi on est sur des mesures concrètes, aider les collectivités, parce que être élu en ville et proposer à ses concitoyens un transport public quasi gratuit, ou être maire de Fécamp ou maire de Bolbec et avoir à gérer au sein de ces intercommunalités le transport, évidemment nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc je crois que l'État doit demain donner les moyens aux collectivités, aux EPCI qui gèrent la compétence transport, les moyens de créer des transports publics dont nous savons que pour l'environnement, ils sont aussi évidemment une priorité. Et sur cette thématique, je vous propose tout de suite d'écouter également un autre candidat, les propositions d'un autre candidat, Victor Ballier, pour les Républicains. Voici ce qu'il propose. Tout le monde en est conscient, tout le monde en souffre. Mais il va falloir trouver des vraies mesures et peut-être travailler sur tout ce qu'est les taxes, puisqu'on est le pays le plus taxé. C'est peut-être le moment que le gouvernement mette en place quelques mesures pour réduire les taxes et puis permettre aux Français de bénéficier de tarifs qui sont à la hauteur de leurs moyens. Réduire les taxes, c'est la solution, Stéphanie Foigny? Réduire les taxes et bloquer les prix.
C'est ce que nous proposons dans le programme de la Nouvelle Union Populaire, parce que nous pensons que c'est indispensable. Vu le prix de la vie, là, les gens ne pourront pas s'en sortir avec juste 18 centimes en moins sur le prix du carburant. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de ruralité, et donc les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour le moment. Il faut les aider du mieux qu'on peut. Donc bloquer les prix des produits de première nécessité, en particulier de l'énergie et puis de la nourriture, bien sûr. Et tout cela n'est pas suffisant. J'étais ce matin à la gare de Bréauté-Beuzeville à 5 h du matin. On voit que certaines personnes ont des salaires de 1 200, 1 400 euros pour des temps pleins avec une charge de transport de train de 200 euros mensuels. Donc voyez-vous, le transport en commun n'est pas non plus l'unique solution. Il faut également travailler sur ces tarifs également d'abonnement, d'aide, etc. Et la revalorisation des salaires également, c'était une... C'est pour ça que nous proposons le SMIC à 1 500 euros net. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Agnès Poussy-Winsbach? Oui, moi, par exemple, sur le blocage des prix, je m'interroge toujours. C'est vrai que ça fait plaisir quand on le dit, mais concrètement, quand vous êtes un fournisseur, vous faites comment? Il va falloir que derrière, on assiste à la fermeture d'un grand nombre d'entreprises, si c'est le cas. Donc moi, je ne peux pas me résoudre au... Oui, la facilité de certaines mesures qui sont annoncées, il n'y a qu'à... On l'entend beaucoup quand on est un élu de terrain. Il n'y a qu'à Faucon, c'est facile à faire. Concrètement, quand vous avez votre budget à gérer et que vous savez quelles peuvent être les conséquences derrière, je suis plus dubitative sur le blocage des prix, notamment les conséquences que ça pourrait avoir sur le tissu économique. Si vous êtes élu, député, qu'est-ce que vous proposez ? Eh ben, je propose une attention beaucoup plus particulière, notamment aux élus locaux qui savent trouver des solutions. On y reviendra sans doute tout à l'heure parce que sur la santé, j'ai prouvé qu'on pouvait faire quand on voulait. Moi, je crois que le droit à l'expérimentation, il est extrêmement important. On va créer une application de covoiturage. Ça y est, c'est lancé au sein de notre agglomération. Eh bien, c'est un moyen d'aider nos concitoyens concrètement et peut-être aussi pour eux d'échanger. On voit que le lien social est aussi un sujet qui est inquiétant parce qu'il se dissout. Et donc, c'est peut-être parfois une solution. Vous avez des voisins qui habitent au même endroit et qui ne le savent pas, qui travaillent quasiment également sur la même zone industrielle. Donc, on doit aussi faire confiance à l'intelligence humaine. Et puis, si je suis élue, eh bien, je voterai le projet d'augmentation du pouvoir d'achat qui doit être présenté comme la première mesure à l'été. Et justement, est-ce que vous la voterez, cette loi, Gilles Le Breton, si vous êtes élu député? Alors, pardon, est-ce que vous pratiquera. Déjà, M. Le Breton ne pourra pas être élu député. Oui, vous êtes, c'est vrai, suppléant de Nicolas Goury. Mais si Nicolas Goury est élu député, il ne manquera pas de voter en faveur des mesures qui augmenteront le pouvoir d'achat des Français. Nous pratiquerons tous au Rassemblement national une opposition constructive. Pour nous, ce qui compte, c'est l'intérêt des Français. Mais je rappelle que nous avons des mesures que nous essaierons de mettre en avant. Et si nous sommes suffisamment puissants, pourquoi pas, nous y réussirons. Eh bien, c'est baisser le prix de la TVA sur l'énergie, sur l'électricité, sur les carburants, en la ramenant de 20% à 5,5%. Et ça, ce serait une mesure concrète qui a été plébiscitée d'ailleurs par les Français lors des présidentielles. Et si on arrivait à la mettre en œuvre, là, ce serait vraiment un gain de pouvoir d'achat très concrètement constatable. Immédiatement constatable. Et ça n'est pas tout. Il y a aussi le reste des produits dont les Français ont besoin. Nous proposons une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, comme le riz, les pâtes, l'huile, des choses comme ça. Et là, ce serait aussi une façon drastique de baisser d'emblée le coût de ces produits. Et là aussi, ce serait immédiatement constatable par les Français. Donc nous, on ne fait pas des promesses en l'air en promettant des meilleurs lendemains. On propose des mesures très concrètes dont chacun peut comprendre en quoi elles consisteront. Et puis nous sommes là pour parler du pouvoir d'achat et moi ce que j'entends là c'est on parle des collectivités, les représentants des collectivités, des élus, eh bien ce sont les sénateurs, nous sommes là pour représenter la population, nous devons entendre cette population et par exemple dans le cadre du projet de loi du pouvoir d'achat, eh bien il va y avoir aussi certains points très concrets à regarder. Par exemple aujourd'hui quand vous avez un bébé qui est allergique et qui doit avoir un lait spécial, la boîte de 400 grammes coûte 21 €, d'accord? Donc pourquoi ne pas réfléchir par exemple pour une
une prise en charge partielle par une mutuelle. Donc voilà, c'est vraiment des choses aussi concrètes, parce que on a bien vu dans ce quinquennat, on a voté des lois fabuleuses sur l'économie circulaire, sur la transition écologique, etc. Ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est que jamais ça n'arrivait au kilomètre zéro, au plus près de la population. Donc aujourd'hui, quand on parle de pouvoir d'achat, il faut arrêter des grandes idées idéologiques ou des actions qui, on sait de toute façon, ne bénéficieront pas à la majorité de la population. Et puis, il faut saisir les opportunités, parce que le président Macron a fait une promesse sur l'indexation des retraites, et nous veillerons à l'Assemblée nationale à ce qu'il tienne cette promesse, parce que là, ce serait absolument fondamental pour les retraités. L'augmentation des retraites, c'est justement aussi l'un des points forts du programme de la NUP. De notre programme, effectivement. Puisqu'on constate en France, ici dans la 9e circonscription, mais en France aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont une petite retraite qui ne leur permet pas de vivre, à peine de survivre. En ruralité, en plus, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, nous, notre programme, c'est ça. C'est pas une retraite, en tout cas, en dessous de 1063 €. Et pour une retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est 1500 €. Voilà. Et pour redonner du pouvoir d'achat, c'est une augmentation des salaires ? Effectivement, c'est une revalorisation des salaires. Et puis, faire l'égalité, enfin, hommes-femmes, au niveau des salaires. Puisque ça, on en parle depuis longtemps. Nous voulons le mettre en place. Mais comment obliger les entreprises à augmenter les salaires ? Est-ce que c'est faisable, Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? Je crois que c'est faisable quand on est en capacité de baisser les charges. C'est ce que les chefs d'entreprise nous réclament dès lors qu'on échange avec eux. Ils sont souvent très contrariés quand ils voient ce qu'ils payent réellement, ce que coûte, entre guillemets, un salarié par rapport à ce qu'il reçoit. Et donc, oui, en effet, la baisse des charges est un élément important pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution. On doit travailler plus encore que ce n'a été fait sur l'intéressement. L'intéressement, je crois que c'est une vraie bonne mesure. C'était le général de Gaulle qui l'avait mis en place en indiquant qu'il devait y avoir un tiers pour le capital, un tiers pour les salariés, un tiers pour l'investissement, pour prévoir l'avenir. Et bien ça, je crois que c'est vraiment toujours un objectif vers lequel on doit tendre parce que il n'y a pas de patron sans ouvrier et inversement. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie Foigny ? Pour la redistribution, j'ai une autre. Dites-nous, non, pas d'autres montants. Mais je pense que nous, ce que nous proposons aussi, c'est Nous proposons de rétablir 14 tranches d'imposition pour que il y ait effectivement une redistribution à l'ensemble de la population, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient les plus taxés, qui payent le plus d'impôts. Nous aussi, nous proposons le rétablissement de l'ISF. Et puis voilà. Et puis d'autres mesures, bien sûr. Sur les salaires, on est d'accord pour inciter le patronat à pratiquer une hausse des salaires en pratiquant justement la baisse des charges sur les augmentations de salaire. C'est-à-dire qu'on exonérerait de charges sociales toutes les sommes que les patrons accepteraient de verser en plus aux salariés. Je crois que ce serait un moteur très puissant pour les y inciter. Donc vous êtes d'accord avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? C'est le principe de l'économie sociale et solidaire, des sociétés coopératives, etc. C'est un grand principe en termes de responsabilité sociétale dans le monde économique. Donc vous êtes d'accord aussi avec ça, Stéphanie Oui, Kerbach ? ça pourrait être une voie qui pourrait être votée à l'unanimité. De temps en temps, on peut être d'accord quand même. Hein. Pour faire avancer ça n'est pas interdit, les choses, c'est important. Pour faire avancer les choses. Alors on parlait du général de Gaulle. Alors on parlait à l'instant. Beaucoup le général de Gaulle. On parlait à l'instant du pouvoir d'achat. Autre préoccupation majeure des Français, c'est la santé. 57% des Français aujourd'hui ont renoncé à consulter un médecin, un professionnel de santé, car celui-ci était trop éloigné de chez eux. Notre région souffre d'un manque de médecins généralistes, spécialistes. Ces déserts médicaux sont un véritable fléau. Que faut-il faire ? Stéphanie Kerbach, qu'avez-vous fait sur ce dossier durant ces 5 dernières années ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à rappeler que député, c'est un mandat national et que ce n'est pas un mandat d'élu local et que ces solutions doivent être trouvées avec les professionnels, les médecins, les professionnels de santé et les collectivités. Je peux dire quand même que j'ai une action à mon actif dont je suis très fière. Vous avez ce que l'on appelle
l'Assemblée territoriale de la santé au niveau de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et il y avait des collèges qui étaient vides, et notamment le collège associatif. Eh bien, nous avons sur la circonscription une association qui s'appelle Un médecin pour chacun, qui milite justement contre les déserts médicaux. Et aujourd'hui, cette association siège au sein du conseil territorial de l'ARS. Et ça apporte un service concret aux gens? Eh bien, disons que ça porte la voix de la population. Aujourd'hui, il n'y a pas dans la loi, il n'y a aucune contrainte pour les médecins de venir s'installer dans une région donnée. Donc, et ça, justement, c'est le choix de la... Est-ce qu'il faut les contraintes? Ça a été abordé, mais je pense qu'il faut laisser une liberté d'installation. Il faut laisser surtout les professionnels. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les professionnels de santé ne veulent plus travailler seuls. Ils veulent être en équipe, ils veulent être regroupés. Et donc, on voit, on a quelques initiatives sur le territoire. Je pense notamment, par exemple, à Bréauté, Goderville, qui ont justement regroupé un projet sur Turtot également. Voilà, il faut laisser la main aux collectivités locales et aux professionnels de santé. Mais aujourd'hui, je suis candidate pour la députation. Mais on peut faire bien sûr des propositions. On l'a vu, vous en parliez, les maisons de santé. On va peut-être le voir bientôt à l'image. On a des images de celle qui a été créée à Cricto-Lesneval et qui fait le plein. Est-ce que c'est la bonne idée à suivre et à reproduire, Stéphanie Foigny? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, je pense qu'il faut accompagner les collectivités dans cette démarche, les professionnels de santé aussi. J'ai moi-même travaillé pour une fédération de maisons de santé. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, nous accompagnons, nous aidions à l'installation avec l'ARS des professionnels de santé dans les déserts médicaux de la région où j'habitais précédemment. Et on en a parlé dans nos journaux, cette initiative, l'hôpital de Fécamp qui travaille avec un cabinet libéral à Cagny-Barville pour proposer des consultations gynécologiques, ce partenariat public-privé. Est-ce que c'est judicieux, Marie-Agnès Poussier-Winsbach? Moi, je l'ai évidemment toujours encouragé. C'est un peu facile de dire que quand on est député, en gros, on n'a pas à s'occuper de certains problèmes du terrain. Quand on est député, on doit être à l'écoute des élus de terrain, ça c'est sûr. En tous les cas, moi, c'est la conception que j'ai du député et du reste, votre prédécesseur. Et Stéphanie Kerbar l'a été, justement, vous êtes maire de Fécamp, elle a été... Aujourd'hui, c'est plus de 9 millions d'euros qui a été donné pour la circonscription, d'accord ? Pour la santé dans le cadre du plan de redressement. Je l'ai voté, je vous remercie. Très bien, très bien. Moi, je parle de choses très concrètes. Vous 9 voyez, millions d'euros, par exemple, non mais concret? madame, vous permettez, vous permettez, s'il vous plaît, que j'aille jusqu'au bout. J'ai très bien travaillé avec votre prédécesseur, Estelle Grelier. J'ai jamais eu aucun sujet. Que vous n'avez pas invité lors de l'inauguration de l'IRM de Fécamp, madame la maire. Aucun souci. C'est parce que c'est le maire de Fécamp qui invite pour l'inauguration du IRM, madame le député. Ce qui intéresse très bien, voilà. les téléspectateurs. Moi, ce que je veux vous indiquer, c'est que quand on est député, on doit aussi s'intéresser à ce qui se fait localement. Et moi, je me suis émue, je fais des liaisons là où il ne faut pas, je me suis émue que notre initiative locale, on est les seuls en Normandie à avoir un centre intercommunal de santé. Ce n'est pas les maisons de santé qui, là, sont gérées par des médecins privés. Nous avons salarié ces médecins. Et bien que nous ne puissions pas, ce n'est pas un reproche, c'est nous n'avons pas été accompagnés par l'État, et je peux le dire, parce que c'est la réalité, lorsque nous avons voulu le faire. Est-ce que, pour autant, ça coûterait tout de même évidemment beaucoup moins cher de financer les quelques postes que nous avons par exemple, pour accueillir, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les médecins ne veulent plus? Ils ne veulent plus être ennuyés par toutes les tâches administratives qui ne font pas pour eux partie de leur métier. Alors, et donc, c'est bien ça. Il faudrait qu'on soit accompagné. Les médecins, c'est une solution, Stéphanie Foigny? Oui, c'est une solution, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous proposez d'autres sur cette problématique des déserts médicaux? Avec eux, on ne peut pas imposer... ceux qui souhaitent rester en profession libérale le resteront. Oui, ceux qui choisissent... Oui, mais malgré tout, il y a un constat. Il y a des citoyens qui n'ont plus de médecins aujourd'hui. Ça ne fera pas venir des médecins aujourd'hui. On l'a vu, il y a des dispositions pour que géographiquement, il y ait des zones qui soient reconnues comme tendues au niveau des déserts médicaux.
Fécamp, C'est ce que l'agglomération nous avons. a bénéficié de ce dispositif. Est-ce que ça a fait venir des médecins en plus pendant ces 5 ans? Non. Ça a Voilà. permis- ça a Donc, permis d'en ce garder. que je veux dire, c'est juste, en plus, Madame le maire critique le gouvernement et aujourd'hui, elle représente, elle est la candidate de ce gouvernement. Donc, je ne sais pas à quel jeu on joue là, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cela se fera avec les professionnels de santé. Par exemple, au Canada, on oblige les... Est-ce que vous permettez, parce que là, j'ai absolument pas critiqué le gouvernement, j'ai dit qu'il y avait un constat et que nous devions avancer. Si tout était parfait, on n'aurait plus besoin de nous, madame. Je veux dire, on a bien évidemment des choses encore à améliorer. Justement, Bien sûr, justement, comment améliorer les Voilà. choses, monsieur Le Breton? Autrement, c'est pas la peine qu'on soit là. Nous proposons, en dehors des solutions qui ont déjà été expérimentées et dont certaines sont bonnes, nous proposons une tarification différente de l'acte médical selon la zone d'exercice. C'est-à-dire qu'il faudrait inciter les jeunes médecins à venir s'installer dans les zones rurales délaissées en leur promettant que chaque acte qu'ils y prescriraient serait davantage rémunéré qu'ailleurs. Et ça, je peux vous assurer que ce serait un très puissant levier financier pour les faire venir. Alors bien sûr, ça ne suffit pas. En dehors de ça, puisque c'est les médecins des familles, il faut soigner particulièrement la conservation de nos services publics en zone rurale. Cette désertification, elle est due non pas seulement à des considérations financières, mais aussi au fait que les médecins qui ont des familles, eh bien, préfèrent rejoindre des agglomérations où ils trouvent tous les services publics qui ont disparu chez nous. Donc il faut rétablir nos services publics. Ça me semble très très important. Et donc faire attention aux lignes de bus, faire attention aux lignes de train quand elles existent encore, faire attention aux bureaux de poste qu'il ne faudrait pas supprimer trop à la légère, etc. Voilà des mesures simples qui vont aussi inciter ces familles de médecins à venir s'installer. Un plan de recrutement aussi massif des personnels médicaux, paramédicaux. C'est une solution, Stéphanie Foigny? Bien sûr, nous proposons dans notre programme de recruter des centaines de milliers de professionnels de santé, surtout que le Covid a bien mis en exergue et a bien appuyé sur les déserts médicaux et sur les problèmes que les gens peuvent rencontrer à les soigner. C'est-à-dire que quand on est obligé d'aller soit à Fécamp, soit à Lillebonne ou au Havre, c'est juste intolérable. En plus, on a parlé un peu de la mobilité, on a parlé des prix des produits de première nécessité. Alors on fait quoi? On choisit? Alors je rappelle que nous allons voter également 50 000 infirmiers de plus dans les EHPAD aussi à horizon 2027. Encore faut-il avoir des candidats, oui. parce qu'on l'a vu que c'est les acteurs qui recrutent. Il n'y a parce que personne c'est qui la veut travailler. qualification nationale. C'est la raison pour laquelle nous proposons nous aussi un plan de revalorisation des infirmiers. Parce que si on ne fait pas cela, parce qu'il y a eu le Ségur de la santé, mais tout le monde sait très bien que ça a été insuffisant, si on ne revalorise pas substantiellement les salaires des infirmiers, on aura beau créer les postes, il n'y aura personne dessus. Et c'est pour ça qu'il y a la grande conférence des parties prenantes qui a Et c'est été pour ça lancée. qu'Emmanuel Macron a les proposé une conférences, au bout mission d'un moment, ça express suffit, il d'un faut prendre mois des décisions. pour les Avec urgences les notamment. professionnels. Stéphanie oui, Foigny, enfin. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Je suis un peu sceptique cette par mission d'un mois... rapport à Non, ce c'est genre une d'exercice mission, c'est bien. qu'avait proposé déjà Emmanuel Macron en matière On en est plus au d'écologie, constat, finalement, il faut etc. passer à l'action. Exactement, il c'est faut pour ça qu'il y a absolument cette passer concertation pour trouver les solutions. à l'action. Oui, mais là, il faut prendre des mesures d'urgence. Quoi. À un moment donné, le politique doit décider. La concertation, ça va bien un moment, mais au bout du compte, il Surtout faut que ça décider. fait déjà 5 ans on qu'il peut est pas- là. on peut Donc, pas obliger. Est-ce que, par exemple, une proposition qui a été faite des assistants médicaux n'est pas aussi une bonne proposition? Les assistants médicaux, c'est quoi? On se rend compte aujourd'hui, encore une fois, que le médecin, il passe beaucoup de temps à prendre ses rendez-vous, à rédiger, à faire des choses qui ne relèvent pas complètement de la médecine. Mettre aux côtés de nos médecins libéraux, eh bien, pour qu'ils dégagent du temps, du vrai temps, pour examiner les patients, je pense que ça, c'est une bonne proposition qui a été faite. Et enfin, le temps passe vite. Un mot pour définir la priorité de votre mandat rapide, hein, si vous êtes élu le 19 juin prochain. Proximité, pédagogie, il faut C'est bon. expliquer. À vous, Stéphanie Foigny. Efficacité? Oui, efficacité, mais surtout solidarité. Monsieur Le Breton. Identité de la France, que je défendrai passionnément avec Nicolas Goury. Proximité et territoire. Merci à tous, excellente soirée et on se retrouve bientôt.